Bonjour tout le monde. On débute aujourd'hui le cours de électricité et magnétisme avec les sections 1.1 et 1.2 sur, en fait, la définition de la charge électrique. Donc, en fait, les premières observations des phénomènes électriques, ça ne date pas d'hier. On peut faire référence ici à l'Antiquité où, en fait, on avait observé que si on prenait un morceau d'ambre, qui est en fait une espèce de résine fossilisée, si on frotte l'ambre sur la fourrure, ben en fait, la propriété, c'est que l'ambre, par après, peut attirer, en fait, a les propriétés d'attirer des morceaux de paille. Donc, on pouvait observer finalement l'effet de l'attraction entre les charges, finalement. Donc, on observe l'apparition d'une force qui agit à distance, puis on apprendra éventuellement que c'est dû aux charges qui sont présentes dans l'ambre. Donc, on sait aujourd'hui que ben, ces charges-là proviennent de l'atome, en l'occurrence les électrons qui sont en mouvement autour de l'atome. D'ailleurs, le mot électron provient, c'est un dérivé du mot grec qui veut dire ambre. Donc voilà. Donc, une expérience un peu plus moderne qui est comparable à l'ambre et la fourrure, c'est d'utiliser soit du verre et de la soie. Donc, par exemple, si on prend une tige de verre et un tissu de soie, on les frotte ensemble, ou encore une tige de plastique et un tissu de laine, si on les frotte ensemble, on verra apparaître les mêmes phénomènes d'attraction et de répulsion. Pour bien les faire mettre en évidence, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attacher au plafond deux sphères quelconques, là, qui sont électriquement neutres au départ. Puis ce qu'on peut faire, c'est par contact, prendre par exemple la tige de verre, puis venir toucher à une des sphères, puis prendre le tissu de soie, puis toucher à l'autre des sphères. On peut faire plusieurs combinaisons comme ça, plastique et laine. On peut aussi faire soie et laine, verre et plastique. En fait, en faisant des combinaisons, toutes les combinaisons possibles, on est capable de voir les effets de répulsion et d'attraction. Donc, tout dépendamment des combinaisons qu'on peut faire, ce qu'on remarque, c'est qu'on aura soit une répulsion ou une attraction. Dans le cas de l'attraction, on va la voir si on utilise la tige de verre avec le tissu de soie, donc verre, ou encore plastique et laine. Donc, dans les deux cas, on voit qu'on aura une attraction entre les charges. Pour avoir de la répulsion, ce qu'on fait, ben, si on prend par exemple la tige de verre contact avec la sphère de gauche et la tige de verre contact avec la sphère de droite, on aura une répulsion. Même chose si on prend le plastique et le plastique. Donc en réalité, ce que ça met en évidence ici, c'est que les charges de même nature ont tendance à se repousser. Okay? Donc si on prend par exemple ici le même type de charge, on aura une répulsion. Tandis qu'ici, quand on prend les charges qui sont de signe contraire, on a une attraction. Donc, pourquoi verre et soie fait une attraction? C'est qu'au départ, le verre et la soie sont électriquement neutres. Le fait de les frotter, c'est qu'il y a un des objets qui acquiert une charge négative, l'autre positive, et on aura une attraction. Donc, en fait, on peut généraliser en disant que, donc, soit que l'attraction a lieu avec une charge positive à gauche et négative à droite, ou le contraire. Et la répulsion, on l'aura pour des charges de même nature. Donc, on met en évidence le fait qu'il existe deux types de charges, positif, négatif. Positif, négatif, c'est un choix. Ça peut être la charge blanche, la charge noire, la charge yin, la charge yang. En fait, c'est juste pour mettre en évidence ces deux natures opposées, finalement. Donc, ces charges-là proviennent nécessairement des matériaux, par exemple, du verre, de la soie, de la laine, du plastique. Ça provient de la matière, nécessairement. La matière doit contenir ces charges-là. La matière, on sait qu'elle est constituée d'atomes. Donc, forcément, la charge doit probablement venir de l'atome. Vous savez que l'atome est composé d'un noyau et d'une couche d'électrons. Bon, l'électron étant une particule élémentaire de charge. En fait, l'électron a une charge ici de moins E. Okay? Donc, on définira la valeur de cette charge-là éventuellement, mais on sait que la charge vaut moins E, E étant la charge élémentaire.
Le noyau est constitué de neutrons et de protons. On sait que le neutron a une charge nulle, tandis que le proton a une charge opposée à celle de l'électron, une charge de plus E. Donc, voilà. Donc, ensemble, si on regarde un atome est neutre parce qu'il possède autant de protons que d'électrons. On peut avoir des ions, un ion positif, ion négatif. En fait, ce que vous savez, c'est qu'un ion est chargé, mais ce n'est pas parce qu'il nous manque ou parce qu'on a trop de protons, parce que si on a un proton de plus ou de moins, on change la nature de l'élément, on change d'élément de matière. Donc, si l'ion est chargé, ben, c'est dû au fait qu'on peut avoir un surplus ou un manque d'électrons. Le noyau est fixe, les électrons sont mobiles. Ce qui veut dire qu'on peut connaître la charge d'un élément de matière, par exemple, si on peut calculer le nombre de protons et le nombre d'électrons à l'intérieur de celle-ci. Donc, NP étant le nombre de protons, ME le nombre d'électrons, on verra comment faire éventuellement. Donc, pourquoi ça me prend seulement le nombre de protons et le nombre d'électrons? Bien, en fait, c'est parce qu'on a la même grandeur de charge, c'est soit plus E ou moins E. Donc, quand je soustrais le nombre de protons, quand je soustrais le nombre d'électrons au nombre de protons, et que je multiplie par E la charge élémentaire, j'ai la charge totale du matériau. Donc, si on revient sur l'expérience de tantôt avec la laine et le coton, verre et soie, donc en général, si on prend deux objets, l'objet A et l'objet B, qui sont électriquement neutres, donc qui contiennent autant de protons que d'électrons. Donc, ce que je vais faire, juste pour symboliser ça, je vais mettre, disons, 4 plus, puis 4 moins. Okay, donc, la somme des charges ici vaut 0. Je prends les objets, je les frotte, puis je les sépare par après. Donc, le principe, c'est qu'il y aura un échange de charges. On verra dans peu de temps que, en fait, ce sont les électrons qui vont pouvoir changer d'un objet à l'autre. Par exemple, l'objet A pourra avoir la propriété d'attirer plus les électrons que l'objet B. Donc, on pourrait se retrouver à la fin. Moi, j'aurais toujours mes 4 charges positives, mais je pourrais avoir, disons, 6 charges négatives ici, ce qui veut dire qu'il m'en resterait 2 à droite. Donc, ça pourrait être le contraire, mais ça dépend de l'objet. Donc, les matériaux ont cette propriété-là, dépendamment des matériaux que j'utilise pour l'échange de charges. On sait, par exemple, que plastique et laine, ça fonctionne très bien. L'ambre et la fourrure, ça fonctionne très bien. Le transfert est très efficace, mais je prends des matériaux où le frottement générerait moins d'échange de charge. Donc, ce principe-là s'appelle la triboélectricité. Le fait qu'on peut s'échanger des charges par le frottement. Je vous dirais que l'efficacité de ça dépend vraiment des matériaux qu'on utilise. Donc, on comprend que la charge est une quantité qui est vraiment importante en physique. Donc, il faut absolument trouver une façon de l'exprimer. Ça y prend une unité. Donc, l'unité pour la charge électrique, on fonctionne en coulomb. Donc, le coulomb, en fait, est défini comme étant 6,24 fois 10 à la 18 électrons. Okay? Donc, ça fait beaucoup d'électrons, en fait. Mais il faut juste comprendre qu'un coulomb, on verra dans les circuits que un ampère, par exemple, équivaut à 1 coulomb par seconde. Donc, on comprend que, en fait, le coulomb est défini par rapport à une unité d'une grandeur qui est en lien avec les circuits électriques. Donc, évidemment, dans un circuit électrique, il y a beaucoup d'électrons qui circulent par unité de temps. Donc, c'est pour ça qu'on a une quantité faramineuse d'électrons dans un coulomb. Donc, pour vous donner une idée, ben, en fait, si on prend la foudre, typiquement, échange, hein, la foudre, c'est un échange de charge, mais on parle d'une vingtaine de coulombs. Maintenant, si le coulomb est défini en termes de nombre d'électrons, ben, on peut faire l'inverse, on peut définir la charge élémentaire en fonction du coulomb. Un électron, en fait, la charge E, vaut 1,602 fois 10 à la moins 19 coulombs. Quantité qui est à apprendre idéalement par cœur, on s'en sert tellement souvent. Quand on parle de la charge d'un objet, ce qu'on utilise comme lettre,
Donc, on sait par exemple, bon, la force, c'est F, la puissance, c'est P, mais la charge, on utilisera la lettre Q. Ou, bon, minuscule ou majuscule, ça dépend, vous allez voir. Là. Donc, par exemple, la charge de l'objet A, ce serait Q indice A. Et elle sera définie en coulombs. Donc, on pourra en déduire le nombre d'électrons qui composent cette charge-là. Donc, on peut aussi en déduire que la charge d'un électron ou la charge d'un proton, donc la charge d'un électron, ben, c'est moins E, et la charge du proton, ben, c'est plus E. Okay? De tout ce qu'on a vu depuis le début, vous voyez qu'on peut prendre deux objets, les frotter et induire un transfert de charge. Ce qu'il faut, je pense que peut-être on peut logiquement, peut-être que ça vous chicote, je ne sais pas, là, mais il y a un principe qui est fondamental, qui est le principe de la conservation de la charge. Donc, on sait que c'est un échange de charge qu'on va avoir, mais on ne peut pas créer puis ou détruire une charge comme ça. En fait, le principe de conservation de la charge, on va l'observer dans tout phénomène naturel. Il y a même plusieurs phénomènes qui sont... Je vais vous en montrer quelques-uns. Là. Donc, par exemple, si on prend... Il y a certaines désintégrations radioactives qui existent. On parle de désintegration bêta. Et puis, dans cette désintégration-là, donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que par exemple, dans les noyaux qui sont relativement instables, donc des noyaux, par exemple, atomiques, là, qui ont peut-être trop de protons ou trop de neutrons, pour des raisons quelconques, on parle d'isotopes dans ce cas-ci, bien, ces isotopes-là ont une instabilité qui fait en sorte que ce serait avantageux qu'un proton se change en neutron ou qu'un neutron se change en proton. Par contre, ce qui arrive, c'est que parce qu'on sait qu'un neutron et un proton ont des masses relativement semblables. Puis, si on regarde la composition d'un neutron ou d'un proton, c'est essentiellement la même. C'est 3 quarks. Okay? Mais pour qu'un neutron se change en proton, le problème, c'est que le neutron a une charge nulle, puis le proton a une charge plus E. Donc, comment est-ce qu'une charge plus E pourra apparaître comme ça? C'est impossible. Si un proton se change en neutron, ben, j'ai une charge plus E qui devient nulle. Donc, c'est comme si je détruisais une charge. Donc, ces processus-là sont interdits. En fait, ce qui arrive, ce qu'on observe en physique nucléaire, c'est que si on prend un neutron dans un noyau instable, le neutron peut se changer en proton. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut absolument que la charge soit conservée. Donc, si au départ, j'ai une charge nulle, puis qu'à la fin, j'ai une charge de plus E, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut absolument que dans ce processus de désintégration-là, il faut qu'il y ait un électron qui soit créé. Donc, de sorte que j'ai une charge plus E, une charge moins E, la charge totale étant nulle, je respecte le principe de conservation de la charge. Il y a un autre principe aussi qu'on voit en physique moderne dans les chapitres sur la physique nucléaire, c'est que s'il y a un électron qui est, bon, en fait, un électron, je ne peux pas créer un électron comme ça, parce qu'un électron, c'est de la matière. Je ne peux pas créer de la matière de façon gratuite comme ça. C'est-à-dire que s'il y a un élément de matière qui est créé, il faut créer un élément d'antimatière aussi pour qu'ensemble, ça s'annule. Donc, dans ce processus-là, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un antineutrino, qui est une particule d'antimatière qui est créée dans le processus. Ce qui fait en sorte qu'au départ, j'ai un élément de matière, puis à la fin, ben, j'ai 2 éléments de matière, puis un d'antimatière, ce qui fait une somme de 1. En gros, c'est ça. Mais l'histoire de matière-antimatière, disons que c'est du surplus, là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la charge est conservée dans ce processus-là. Dans le cas du proton qui change en neutron, ben, j'ai une charge plus E au départ. Mon proton, s'il change en neutron, évidemment, le neutron est nul. C'est comme si la charge disparaissait. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ben, ce que je peux faire, c'est qu'il faut que je crée une charge plus E. Le processus est très semblable. C'est qu'au lieu de créer un électron, c'est un positron qu'on va voir apparaître. Le positron, ce que c'est, en fait, c'est l'antimatière. C'est un anti-électron. C'est un électron, mais d'antimatière, okay? qui a une charge positive. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que
un élément de matière qui a une charge positive, bien, l'élément d'antimatière correspondant va avoir la charge contraire. La charge est respectée, mais évidemment, comme tantôt, je ne respecte pas en termes d'antimatière et de matière, parce qu'au départ, j'ai un élément de matière, puis à la fin, j'ai un élément de matière et d'antimatière. Donc, il faut que je crée un autre élément de matière, qui est le neutrino. Et voilà. Donc, ma charge est conservée dans ces processus-là. OK? Donc, même dans ces processus complexes-là de désintégration, on respecte le principe de conservation de la charge. L'autre phénomène qui est assez intéressant, c'est que je dis, on ne peut pas créer une charge comme ça. C'est-à-dire, oui, on pourrait créer une charge, en fait, un processus pourrait créer une charge positive plus E, par exemple, tant et aussi longtemps qu'il y a une charge moins E qui est créée. L'idée, c'est que si au départ la charge est nulle, il faut qu'à la fin, la somme des charges soit nulle. Donc, un autre principe qui existe, en fait, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Si je prends un électron, puis un positron, puis que je les fais entrer en collision ensemble, en fait, un positron puis un électron, c'est un élément de matière et d'antimatière. Donc, ce qui arrive, c'est que si mon électron et si mon positron interagissent ensemble, qu'est-ce qui arrive? En fait, c'est que la matière disparaît. Elle disparaît, mais en fait, elle va se transformer en énergie pure. Donc, on aura un photon. Donc, le photon, je vais le symboliser par la lettre gamma. Et un photon, en fait, ce que c'est une particule de lumière, donc une masse nulle, une charge nulle aussi. Donc, au départ, j'ai une charge nulle, puis à la fin, ben, j'ai une charge nulle aussi. Le processus inverse peut exister. Donc, je pourrais avoir un... J'aurais dû mettre une flèche ici. C'est pas une égalité, c'est un processus. Puis, je peux avoir un photon. Je pourrais avoir un photon qui décide de se changer en une paire électron-positron. Okay? Mais bon, la charge est toujours conservée. Donc, c'est ce qui met un terme à la session 1.1 et 1.2.